Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, en direct de la cour Saint-Damas où la voiture présidentielle de François Hollande vient d'arriver, accueillie par le préfet de la maison pontificale, Monseigneur Georges Genswein, visage bien connu, qui est aussi et toujours le secrétaire particulier du pape émérite Benoît XVI. Nous allons vivre en direct ce matin cette rencontre des trois François, selon le joli mot de notre confrère Frédéric Mounier. La rencontre de François Hollande avec le pape François sous le patronage de Saint François de Sales, patron des journalistes que nous fêtons aujourd'hui. Et cette rencontre, nous allons la vivre en compagnie de notre invité, Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de l'épiscopat français. Monseigneur, bonjour. Bonjour Philippine et bonne fête. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de vivre ce moment en notre compagnie. On voit ici la garde d'honneur de la garde suisse dans la salle Clémentine que le président Hollande va traverser dans quelques instants. Alors, c'est une visite qui est attendue par l'Église française. Elle est attendue d'abord parce que le rayonnement du pape François est considérable. Et donc désormais, quand un chef d'État, quel qu'il soit, va à la rencontre d'un pape aussi rayonnant, c'est énorme. Et puis parce que, de tradition, les chefs d'État se rendant au Vatican, l'événement est toujours d'importance. Il n'y a guère que Georges Pompidou qui ne se soit pas rendu au Vatican pour des raisons de contexte. Dans le climat juste après 1968. D'une époque qui se comprenait. Mais tous les chefs d'État qui se sont succédés ont trouvé important de s'y rendre. C'est essentiel pour la République et ô combien pour les catholiques qui attendent vraiment cette rencontre avec tout ce qu'elle peut avoir comme force symbolique. Oui, parce qu'on n'est pas exactement dans le même contexte que lors de la précédente visite du chef de l'État français, c'était Nicolas Sarkozy. Alors, il y a eu une visite en 2010, mais sa première visite, c'était en 2007. C'était le fameux discours au Latran sur la laïcité positive. On est aujourd'hui dans un contexte beaucoup plus crispé dans les relations entre l'Église et l'État. C'est crispé, il y a vraiment une grande déception de beaucoup de catholiques et aussi de beaucoup de citoyens qui ne sont pas forcément croyants, mais qui disent que nous ne sommes pas écoutés, pas suffisamment, la consultation est insuffisante. Moi j'entends aussi des membres même de la sensibilité socialiste qui disent que ça ne pouvait pas durer, il fallait absolument qu'un signe fort soit donné, que l'écoute de toute cette sensibilité catholique que nous représentons, que nous sommes, soit vraiment honorée, écoutée, considérée. Les catholiques sont très intégrés à la société, dans la vie de la France. Ils luttent contre les précarités, ils sont très présents à de nombreuses réalités de notre société. Ils ont à être honorés comme des citoyens à part entière. Et je crois que cette visite vraiment est nécessaire. Et puis, tout de même, il est plus que temps que tout de même le président de la République française rencontre celui qui est le pape François, homme de l'année 2013, celui qui quand même est médiateur de très nombreuses causes internationales et aussi qui ne mâche pas ses mots sur les questions sociétales. Donc je trouve que tout cela est bienvenu. François Hollande qui est déjà venu à 4 reprises à Rome, mais qui jusque-là n'avait pas souhaité se rendre en visite au Vatican. Alors on voit ce protocole immuable pour toutes les visites de chefs d'État et solennelles. Le président français est précédé des gentilshommes de la maison pontificale que vous voyez à l'image. Il est vraisemblable que même pour un chef d'État, en tout cas tous ceux, quelle que soit leur nationalité, qui ont été interrogés à ce sujet, cet accueil extrêmement solennel soit aussi un peu impressionnant. Je crois que tous disent que c'est impressionnant. C'est un protocole important, le rituel compte et je crois aussi que ça dit aussi toute la présence de l'histoire, l'importance du personnage aussi qu'on va rencontrer. C'est quand même le guide spirituel de plus d'1 milliard de croyants, ça n'est pas rien. Donc, et c'est une institution bimillénaire qui l'accueille. Tout le rôle politique, le grand réseau diplomatique que ça représente, c'est considérable. D'ailleurs, tous reconnaissent cette capacité, à travers les nonciatures, qu'incarne le Vatican, vraiment d'être porteur de paix, promoteur de paix à travers le monde. Alors on voit ce cortège qui se dirige vers la bibliothèque du pape. La bibliothèque du pape qui, aujourd'hui, puisque on le sait, le pape François n'habite pas les appartements pontificaux et cette bibliothèque du pape sert précisément à ce type de rencontre officielle, puisque pour ce qui concerne son
travail personnel et sa vie quotidienne, le pape François réside dans le cadre un peu différent de la maison Sainte-Marthe. Il a pris effectivement quelques décisions personnelles de vivre autrement à titre individuel, mais il est, dès que le protocole le requiert, il est vraiment dans les murs prévus par toutes ces visites officielles. Et j'ai envie de dire, si les murs de ces bibliothèques pouvaient parler, que de choses seraient partagées à travers le temps et à travers l'histoire. Alors on aura l'occasion de détailler tout cela. Le déroulement de cette visite est un peu singulier pour la télévision, puisqu'en réalité, nous allons voir le moment de la rencontre entre les deux hommes. Et puis, eh bien, ils vont se retirer pour un entretien privé qui devrait durer entre 20 et 30 minutes, selon toute vraisemblance. Et ensuite, les portes se rouvriront. La délégation qui accompagne François Hollande rejoindra à ce moment-là la bibliothèque, ainsi que les proches collaborateurs du pape, pour un autre ingrédient traditionnel qui est l'échange réciproque de cadeaux et puis la possibilité pour cette délégation qui accompagne François Hollande de saluer le pape et de lui être présenté. Monseigneur Genswein qui entretient la conversation avec le président de la République française. Il est, comme vous le disiez tout à l'heure, celui qui incarne ce lien très fort avec Benoît XVI au quotidien, ce service du Saint-Père qu'était Benoît XVI et du pape François aujourd'hui. Et donc il joue vraiment aussi un rôle très important quand il accueille comme ça François Hollande. Voilà, un petit peu de tourisme pour le président français, l'occasion de regarder par la fenêtre du palais apostolique. Et voici, sous le crépitement des flashs, le moment attendu. Voilà, alors le pape François comprend fort bien le français, donc c'est en français que le président Hollande s'adresse à lui. En revanche, il s'exprime en italien, d'où la présence pendant l'entretien privé qui va commencer dans un instant d'un traducteur, qui sera donc le seul à assister à cet échange, qui selon toute vraisemblance n'en dira rien. Effectivement. Le Monseigneur Pontier, qui était reçu voici quelques jours par le Saint-Père, témoigne de cette très bonne compréhension du français par le pape. Alors on peut préciser justement que la présidence de la conférence épiscopale, comme l'on dit, c'est-à-dire le président, Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, ses deux vice-présidents, Monseigneur Carré, Monseigneur Delannoy et le secrétaire général de l'épiscopat, se sont rendus à Rome précisément cette semaine. Alors c'est un clin d'œil de la Providence ou un hasard du calendrier, selon qu'on veut l'interpréter ou pas. C'était une visite qui était prévue en fait, bien avant la date de la visite de François Hollande. Nous avons un heureux rituel qui consiste à rendre compte au Saint-Père des activités de novembre, l'Assemblée plénière de novembre, chaque fois vécue à Lourdes et dont le président va ensuite rapporter, c'était le cas très longuement pour Benoît XVI à chaque fois, de rapporter vraiment les travaux et puis donner aussi une ambiance à la fois de la société française, de l'Église en France. C'était évidemment une première là pour un nouveau président de conférence épiscopale, et puis un pape dont nous savons aussi toute la nouveauté, tout le rayonnement. Et ce fut un très grand moment d'écoute, de compréhension. Monseigneur Pontier dit que vraiment le pape François est très au fait
des questions de laïcité à la française. Il a bien compris la particularité dans laquelle nous vivons, ce régime un peu d'une république assez singulière quand même dans son système. Et donc je crois qu'on a bien au courant, et il est bien au diapason du contexte dans lequel il reçoit ce matin le président de la République. Oui, si les propos rapportés étaient fidèles, le pape François a dit qu'il savait qu'il y avait en France une laïcité originale. Voilà, originale, tout à fait. Alors, l'entretien entre François Hollande et le pape François a donc commencé. Il y a un certain nombre de sujets dont nous savons qu'ils sont au menu de cette rencontre, en particulier des sujets d'intérêt général. Je pense aux questions liées à l'environnement, à la sauvegarde de la planète. C'est d'ailleurs en novembre dernier, lorsque Nicolas Hulot, chargé de mission par le président de la République sur les questions d'écologie, s'est rendu au Vatican, qu'il a, dans le même temps, demandé au pape François de recevoir le président de la République française. Effectivement, ce fut déclencheur. Nous devons aussi rendre hommage à Benoît XVI, qui avait déjà une pensée très forte pour l'écologie humaine d'ailleurs, telle qu'il la qualifie. Et puis, on peut dire que le pape François est très très au fait aussi des questions environnementales. Donc, c'est effectivement un des sujets que vont partager François Hollande et le Saint-Père, également en vue de la grande conférence de 2015 qui va se dérouler à Paris, où la contribution de l'Église peut aussi être très précieuse en matière de discernement. Oui, avec une parole de l'Église constante et forte depuis les derniers pontificats sur ces questions. Il y a un autre sujet, évidemment, c'est la situation des chrétiens en Orient. Alors peut-être d'abord particulièrement la Syrie, puisque nous sommes au moment de la deuxième conférence de Genève, conférence internationale pour la paix en Syrie. Est-ce que les vues de l'Église catholique et de l'État français se rejoignent ? Je crois qu'elles se sont rapprochées. On a peut-être eu un premier moment où, en tant que membre du Conseil de sécurité, la France voulait peut-être frapper un peu fort en Syrie, et le pape François avait pris une option plus pacifiste, pourrait-on dire, pour qualifier les choses. Depuis, il me semble que l'intervention du pape François a impressionné aussi la diplomatie française, qui ne cache pas que là aussi des rapprochements sont réels. Il y a aussi, rendons hommage au Quai d'Orsay et à tout ce qui est fait pour la défense de nos frères chrétiens d'Orient. Et je crois que comme cette préoccupation est vraiment très très grande chez le Saint-Père, je crois que là on trouve vraiment un terrain commun à la fois aigu, douloureux, mais de désir de prendre les moyens vraiment pour protéger le plus possible nos frères en Orient. Oui, le pape a eu des paroles très fortes encore ces derniers jours, appelant les participants à cette conférence à prendre tous les moyens possibles pour faire advenir la paix et pour que cessent les violences, pas seulement contre les chrétiens, du reste, les violences dont le peuple syrien est terriblement victime depuis maintenant plusieurs années. Il y a d'autres pays en Orient où la situation des chrétiens est assez inquiétante. On peut penser à l'Irak, on peut penser à la situation en Égypte. Il en sera vraisemblablement question dans cet entretien. Certainement, d'autant plus que le projet de voyage du pape dans cette région, qui est vraiment une région essentielle et cruciale, est désormais programmé, et le président Hollande va aussi sans doute s'intéresser à l'impact moral, relationnel que peut avoir la visite du pape François dans les semaines qui vont venir. Mais est-ce qu'aux yeux de l'Église, Monseigneur, c'est une question peut-être un peu provocante, est-ce qu'aux yeux de l'Église, la France est toujours appelée à jouer un rôle de protectrice des chrétiens d'Orient ? Ah oui, véritablement. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment là un désir de solidarité, un travail vraiment très très profond. Alors c'est pas au sens peut-être d'autrefois. Le monde a changé, la manière de qualifier tout ça forcément est différente parce que nous sommes dans un monde multiculturel. Mais vraiment la préoccupation des chrétiens d'Orient est portée au niveau diplomatique et au niveau des responsables. Et nous, Église, nous ne cessons de vraiment la défendre. Nos frères sont chez eux. Pas l'oublier, ils sont chez eux. Il est plus que légitime qu'on les protège. Nous voyons sur ces images donc les membres de la délégation qui accompagnent François Hollande, qui pendant ce temps discutent avec les proches collaborateurs du pape. Alors peut-être un mot sur cette délégation, Monseigneur Potvin. Elle est composée du ministre de l'Intérieur, qui a en charge également la question des cultes. Avec qui nous sommes en dialogue permanent, parce qu'il est vraiment là au nom des libertés publiques, l'interlocuteur sans doute privilégié de ceux qui portent l'exercice des cultes en France, et donc forcément le culte catholique. Un dialogue permanent dont on a quand même le sentiment qu'il ne marche pas tout le temps très bien. Si j'en juge par exemple aux derniers épisodes d'agression dans des églises où il n'y a pas eu de prise de parole de Manuel Valls. Effectivement.
plus d'un catholique a regretté ce retard un peu à l'allumage, sans doute, dans la réaction. J'espère que la visite faite au Saint-Père va corriger, va rectifier un peu, va rendre plus réactive cette nécessaire parole, cette vigoureuse parole. On a quand même, dans la toute récente expression du président de la République, lors de sa conférence de presse du 14 janvier, quand même des signes forts qui ont été donnés, condamnation des actions violentes, des faits. Quelque chose de plus équitable, me semble-t-il. Mais là, il y a quand même une attente maintenant de la part des catholiques que tout ça entre dans les faits, que ça soit concret, que véritablement, quand il y a malheureusement des exactions contre des monuments ou contre des personnes de notre appartenance religieuse, eh bien, il soit fermement porté condamnation et que tous les moyens soient pris. Vous pensez que là, il y a un tournant de la part de François Hollande et du gouvernement, ou c'est trop tôt pour le dire? Parce que il a condamné dans sa conférence de presse le type d'action menée par les Femen, et en même temps, le 14 juillet dernier, c'est bien lui qui dévoilait le timbre français dont l'effigie de Marianne est la tête de file des Femen. Donc vous il y a quand même soulignez très bien le paradoxe. Nous avons des paroles, semble-t-il, plus claires, plus déterminées, mais nous attendons encore les actes concrets. Et nous espérons que tout cela va venir. Alors, nous en étions aux Chrétiens d'Orient, évidemment un grand sujet de préoccupation et un sujet sur lequel les actions peuvent converger, l'action diplomatique de la France et l'action du Saint-Siège et de l'Église catholique en général. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de convergence aujourd'hui entre la France et le Saint-Siège? Moi je pense que la cause sociale, la lutte contre les pauvretés, il ne faut pas que ça soit que des formules, évidemment. Il faut qu'ensuite ça s'inscrive dans des programmes. Les questions migratoires sont portées communément. Lampedusa, les interventions très fermes et très symboliques aussi, émouvantes du pape François, l'été dernier, ont impressionné notre diplomatie. Alors après, évidemment, des écarts peuvent demeurer quant aux décisions concrètes qui se prennent, qui peuvent parfois être discutables et discutées. Oui, en même temps, on a noté que le gouvernement était très réticent sur l'accueil de réfugiés venant de Syrie, notamment, à la différence d'autres pays. Peuvent donner occasion de se rejoindre, mais il faut travailler la question sociale. Il faut la travailler, mais quand même avec un président attentif de tradition aux questions sociales. Le président socialiste est quand même quelqu'un qui souvent promeut des programmes d'action contre la pauvreté, contre les écarts de richesse et autres questions. On peut là avoir, je crois, un point sensible, en tout cas à ce que le pape François défend lui aussi, sans tomber dans l'idéologie. Le pape François est libre, il est spirituellement libre, il n'est prisonnier évidemment d'aucune appartenance. Dans la délégation du président Hollande, on note par exemple la présence de François Soulages, président du Secours catholique. Le président du Secours catholique, qui a publié d'ailleurs un texte à ce sujet sur les supports du Secours catholique pour expliquer que c'est pas complètement simple non plus quand on est invité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de récupération. Bien sûr, c'est une ligne de crête. Je comprends que François Soulages ait besoin de préciser sa décision d'être dans la délégation, parce qu'au sein même du Secours catholique, la question est débattue. Je pense que pour Dominique Quignot, la même question se posera. Dominique Quignot, c'est notre consoeur directrice de la Croix. Oui. Le lectorat de la Croix va sans doute diversement apprécier sa présence dans la délégation. C'est légitime, c'est normal que les gens réagissent très diversement. Alors François Soulages explique que quand on est invité par le président de la République, on ne refuse pas, et qu'il s'agit aussi d'une reconnaissance de la présence, en l'occurrence pour lui, du Secours catholique, de la Croix pour l'invitation de Dominique Quignot. En tout cas, c'est vécu comme une reconnaissance de cette composante de la société française. Ce ne sont pas de mauvais arguments. Je les entends, ces arguments. Je crois que quand on est en plus dans un moment où est difficile le dialogue, il est bon aussi de pouvoir disposer dans ces délégations, qui ne sont pas que formelles, pas que protocolaires, elles incarnent un certain catholicisme, et bien de pouvoir quand même comprendre que des hommes comme François Soulages soient présents là ce matin. À titre personnel, ça ne me choque pas. Je comprends aussi que ça soit très débattu, parce que le Secours catholique veut préserver toute indépendance, bien légitime. Mais bon, je trouve aussi qu'on est dans un moment où, quand on veut être républicain, on doit aussi être ouvert un peu à toutes les composantes. Voilà, et puis il y a aussi Jean-Pierre Mignard, qui est l'un des actionnaires de Témoignages chrétiens également. Et puis qui est là aussi au titre de l'amitié. Et on peut quand même le dire, il compte tout de même dans l'entourage proche de François Hollande, c'est peu dire. Et puis Témoignages chrétiens, qui incarne aussi sa manière de dire les choses, sa vision chrétienne. Bon, on peut aussi la discuter, évidemment. Et plus d'un téléspectateur, sans doute, la trouve discutable. Mais voilà, Jean-Pierre Mignard est également présent.
Et puis d'autres personnalités. Je voudrais rendre hommage à Bernard Poignant, qui est un proche de François Hollande et qui est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup pour justement la compréhension. Pour décrypter, dit-on, auprès du président, la manière dont les catholiques peuvent vivre son action, ce qui se passe dans le pays, etc. Monsieur Poignant fait partie de ceux qui agissent pour, vous venez de dire, décrypter, décrisper, et permettre vraiment à ce que les gens se rapprochent, se comprennent. Il a certainement beaucoup contribué à cette visite. Il aurait, dit-on, alerté le président Hollande sur ce malaise et ce ras-le-bol un peu des catholiques après les épisodes de l'année dernière, et en particulier le sentiment d'être méprisé et de n'avoir pas été entendu. Du reste, dans le briefing qu'a fait l'Élysée en préparation à cette visite pour les journalistes, il a été précisé que dans l'intention du président, il s'agissait d'un signe fort d'attention du président aux catholiques. Alors que vous voyez justement cette délégation ici à l'image et notre consoeur Dominique Quignot. Alors, on a parlé des points de convergence, monseigneur, mais on ne peut quand même pas se cacher la tête dans le sable. Il y a un certain nombre de points majeurs de divergence. Mais bien sûr, ils existent, ô combien, ils sont là dans le sociétal tout récent, mais aussi le sociétal à venir. L'année 2013 le mariage pour tous, a été ô combien marquante. L'IVG il y a quelques jours, voilà, l'IVG, la fin de vie, dans quelques semaines, suicide assisté que nous réserve la fin de vie. Oui, voilà, exactement. Là, on a certainement, je dirais, quelles que soient les prévisions protocolaires, une liberté du pape François sur ces questions. Il ne peut pas ne pas les aborder. Alors, là encore, l'Élysée, dans le temps de préparation, disait non, ce ne seront pas des questions dans l'entretien. Vous soulignez la liberté du pape François. On peut rappeler peut-être pour l'histoire une anecdote, puisque, vous le disiez tout à l'heure, tous les présidents de la Ve République, à l'exception de Georges Pompidou, se sont rendus en visite au Vatican. Et Valéry Giscard d'Estaing raconte qu'il s'est rendu juste fin 75, début 76 au Vatican, et que le pape n'a pas manqué de lui parler du vote de la loi Veil, avec des mots très, très directs et très clairs, en lui disant à l'époque sa désapprobation. Donc les papes sont libres, non pas d'interférer dans la politique nationale, mais de dire ce qu'ils pensent des décisions qui sont prises. Ils ont là vraiment une autorité morale essentielle. Ils viennent dire au chef d'État qui est devant eux que quelque chose de l'ordre de la personne humaine ou d'un enjeu collectif majeur risque vraiment de choquer, d'être très grave si telle ou telle décision se prend. La liberté de l'enseignement catholique a aussi été un sujet entre Jean-Paul II et François Mitterrand. Une visite en 1982. Il est plus que normal que ces dossiers soient présents. Parce que beaucoup de téléspectateurs se disent mais c'est très court, 20 minutes, 20 à 35 minutes, que peut-on se dire en si peu de temps? Je crois que c'est justement ça qui caractérise cette visite au Saint-Père, c'est qu'elle est brève peut-être dans sa durée, mais elle est souvent très dense. C'est un moment historique. C'est un moment durant lequel on se concentre fortement, à la fois dans la synthèse des questions et aussi dans leur force spirituelle. Et le pape a cette capacité, justement, en peu de mots, de dire à un chef d'État ce qu'il pense. Et c'est pour cela que la brièveté de la rencontre ne doit surtout pas faire sous-estimer la portée de ce dialogue. La brièveté et le caractère très, très formel qui est aussi agréable à regarder, comme on l'a vu tout à l'heure avec le protocole d'accueil d'un chef d'État, mais qui peut parfois donner la tentation de sous-estimer l'importance des rencontres. Je pense par exemple au communiqué final. Le Saint-Siège publie systématiquement un communiqué après toute rencontre du pape avec un chef d'État. Il y en a quasiment chaque semaine. Or, le communiqué final, on pourrait prendre les paris maintenant, mais dit généralement que l'entretien s'est déroulé dans une atmosphère cordiale, qu'un certain nombre de points de vue ont été échangés sur des sujets d'intérêt commun. Alors, l'environnement sera certainement cité, de même que la situation au Moyen-Orient. Et le communiqué ajoute la contribution de l'Église catholique à la société du pays concerné a été soulignée, en particulier dans le domaine caritatif et pour les œuvres éducatives. On le connaît quasiment par cœur, mais du coup, ça peut être un piège. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment qu'il ne se passe rien dans ce type de rencontre très officielle. Oui, je suis bien d'accord avec vous que justement ce côté laconique et formel des communiqués pourrait induire une impression que voilà, on serait hors du temps ou que tout serait déjà préparé à l'avance. Mais ça, c'est très trompeur d'avoir cette impression, parce que d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a un paramètre énorme qui se joue ce matin, c'est deux personnes se rencontrent
de personnes qui comptent. L'une est élue. Il peut se passer quelque chose si le contact passe bien ? Et oui, il peut se passer quelque chose. Il y a quand même un Jacques Chirac qui dit avoir été ensuite fasciné par Jean-Paul II. Il y a François Mitterrand qui pourtant n'avait pas les mêmes vues que Jean-Paul II, qui disait aussi, voilà, Jean-Paul II m'impressionne. Et je pense qu'il peut se jouer quelque chose entre François Hollande, même si François Hollande est quelqu'un de pudique, il n'exprime pas beaucoup, dans sa perception de la personnalité du pape François. Là, en ce moment même, peut-être que se joue quelque chose de l'ordre au moins d'une empathie relationnelle et qui peut porter fruit. Il faut croire aussi aux forces spirituelles qui viennent, grâce à l'Esprit Saint, féconder, même quand les choses sont arides, peut-être une perception nouvelle, sait-on jamais. Alors, une perception résolument nouvelle si elle advenait, plaise à Dieu, parce que le fait religieux, et l'Église catholique en particulier, c'est pas très présent chez François Hollande, même s'il a été éduqué chez les frères des écoles chrétiennes pour partie. Mais notre confrère Samuel Pruvot, qui a publié un livre sur François Hollande, Dieu et la République aux éditions Salvator, démontre bien, en interrogeant son entourage, ses amis, combien finalement c'est un angle mort chez François Hollande. C'est-à-dire qu'il a décidé que pour lui, la question de Dieu était réglée, que vraisemblablement il n'y croit pas, il se définit comme ne croyant pas à l'existence de Dieu, et la question ne l'intéresse pas. Le livre de Samuel Pruvot est excellent, comme vous dites, parce qu'il reprend un itinéraire et il essaye d'expliquer le pourquoi de tous ces malentendus d'aujourd'hui. J'ai le sentiment que si l'angle mort s'est constitué progressivement chez François Hollande, c'est bien sûr pour des raisons personnelles, de biographie quand même aussi, d'éducation reçue, aussi de conflit parental. Papa et maman n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Ça compte quand même dans l'éducation, dans le comportement de l'adolescent et puis ensuite du jeune qui prend des engagements politiques, mais il y a aussi quand même l'environnement politique qui formate le comportement. Vous savez, quand on entre dans un parti comme le Parti Socialiste, on est quand même très vite appelé à entrer dans une langue de bois. On reproche souvent la langue de bois à notre Sainte Église, mais ô combien elle réside dans ces partis, dans ces appartenances. Ouais, j'ai comme ça quelques amis qui sont membres de partis. Je suis très frappé de ce que quand ils sont en posture publique, ils ne tiennent pas toujours le même langage que quand ils sont ensuite en privé. Et donc, il se joue quelque chose. Mais on a le sentiment justement que chez François Hollande, c'est public ou privé, c'est un peu la même chose. C'est un non-sujet pour lui. Et vous soulignez tout à l'heure le rôle de tel ou tel pour essayer de l'éclairer sur la manière dont les catholiques de ce pays vivent et réagissent. Mais le reste de son entourage y est parfaitement hermétique. Et c'est peut-être même un understatement que je fais là. Là, nous traversons aussi un phénomène de génération, et une sacrée interpellation pour nous tous. Quant au renouvellement, quant à la transmission de la foi, parce que si les chrétiens de gauche ou chrétiens de droite ont aujourd'hui à transmettre aux jeunes générations qui entourent nos dirigeants les valeurs, l'espérance, c'est bien que le défi est considérable. Si Bernard Poignant se sent un peu seul parfois dans l'entourage du président de la République, comme étant le catho de l'entourage du président, ce catho pratiquant, dit-il, et catho fidèle à ses valeurs et à ses principes, c'est bien que nous avons un énorme travail aussi relationnel tous à opérer, à la fois dans ce qu'on appellera la pastorale un peu du monde politique. Pour moi, c'est aussi une grande interpellation, parce que avoir aujourd'hui un président de la République qui, comme vous dites, fait souvent l'impasse sur ces questions, qui les relègue peut-être imprudemment au musée de l'histoire du pays qu'il dirige, c'est évidemment grave, et ça ne peut vraiment pas nous laisser indifférents. Mais là, ce matin, il n'est pas au musée, il rencontre un pape qui agit, un pape qui a énormément d'influence. Donc je pense que là, ça peut modifier doit se jouer quelque chose. Il n'est pas possible que, même quand on est François Hollande, on ne peut pas être indifférent à l'événement qu'on est en train de vivre. Même quand on est François Hollande. Alors, on soulignait les tensions d'un certain laïcisme et d'un certain mépris pour les catholiques, tel qu'en tout cas beaucoup l'ont ressenti au cours des derniers mois. On n'en a pas encore parlé. Il y a une supplique qui a été lancée par une centaine de jeunes catholiques, trentenaires ou quadragénaires, via Internet, qui a recueilli 100 000 signatures en quelques jours et qui demande au pape François d'expliquer
au président Hollande à quel point les catholiques sont inquiets, ressentent un profond malaise vis-à-vis des changements, notamment sur le mariage, la vie, etc. Et puis ont le sentiment d'être profondément méprisés. Cette supplique est très belle, même si certaines de ces phrases sont un peu maladroites, mais peu importe. Elle est belle parce qu'elle vient d'une jeune génération, elle est un cri. Et pour moi, le fait qu'elle s'adresse au pape est bien le signe vraiment d'un grand malaise. On ne sait plus à qui parler. On écrit au pape parce qu'il va rencontrer le chef d'État et on a recours à lui parce qu'on n'a pas d'autre recours. On vient filialement lui parler, lui dire vraiment interpeller celui que vous aurez devant vous pour lui dire à quel point ça ne va pas. Et je crois que le Vatican, dans un langage sans doute diplomatique, ne manquera pas de le dire à François Hollande. Cette supplique joue un rôle, me semble-t-il, important dans l'entretien qui est en train de se dérouler. Plus que les mots, peut-être, qu'elle contient, qui, je le répète, parfois sont peut-être pas toujours très heureux, sont parfois un peu réducteurs. Qu'un porte-parole officiel n'aurait pas forcément signé. Oui, mais... voilà, mais ils viennent d'un cri, ils viennent d'une génération qui veut veiller, qui veut préparer l'avenir, qui ne veut pas faire n'importe quoi de l'éthique d'aujourd'hui et de demain. Et ça ne peut pas laisser indifférent un pape qui rencontre aujourd'hui quelqu'un et à qui il doit transmettre que, voilà, dans le pays qu'il dirige, il y a malaise chez les jeunes catholiques. On aura retenu le mot veiller. On parle beaucoup de ce qui est très apparent dans cette situation de tension. Il y a aussi d'autres tensions qu'on voit moins. Dans la question scolaire, par exemple, en ce moment, avec l'enseignement catholique, les choses ne sont pas du tout simples. Dans la relation avec la puissance publique, dans les aumôneries d'hôpitaux également. Est-ce qu'il y a une dérive laïciste ? Oui, indéniablement. Laïciste, d'autant plus grave qu'elle est souvent associée à une inculture religieuse, à un manque de compréhension de ce que sont les besoins spirituels de la nation, de la population. Et je dirais que ce manque de culture religieuse provoque parfois d'autant plus d'agressivité et de laïcisme. Il faut vraiment lutter contre ce laïcisme. La laïcité, oui, bien sûr, mais pas le laïcisme. Et faisons très attention, parce que moi je dis souvent à mes interlocuteurs, au niveau des pouvoirs publics, s'il y a un jour trop de laïcisme, il y aura du communautarisme. Nous allons assister à des durcissements identitaires qu'aucun catholique ne souhaite, parce que la tradition catholique est très insérée dans la société. Elle doit être dialogale, elle doit être respectueuse de la République et de la laïcité, mais tout aussi ça... parce que c'est pas une posture très catholique. Tout ça va sauter. De toute façon. Risque de sauter, d'imploser. De la part des plus modérés, il y aura une grande difficulté de contrôler le tout si cette agressivité montante n'est hélas que la seule réponse au laïcisme. Donc quel rôle attention. joue l'épiscopat dont vous êtes le porte-parole dans cette situation ? Parce que les uns peuvent lui reprocher de pas suffisamment prendre la parole ou défendre la parole catholique auprès du gouvernement. Nous entendons effectivement les deux types de réactions, ceux qui disent faites-en davantage, et puis ceux qui nous disent n'allez pas trop loin, parce que tous les catholiques ne pensent pas non plus la même chose. Il faut aussi tenir compte de cette diversité de nos frères dans la foi et dans la vie ecclésiale. Je dirais que l'épiscopat veut vraiment le dialogue, veut habiter le plus possible les instances qui lui sont proposées pour être... Qui existent aujourd'hui. Il y a des instances de dialogue entre... Oui, il ne faut pas l'oublier. Il y a ces visites régulières. Le président Pontier était reçu par François Hollande il n'y a pas très longtemps. Donc il y a au sommet de l'État, il y a des visites possibles qui sont programmées. Il y a une instance qu'on appelle Instance Matignon, qui a été d'ailleurs créée sous le gouvernement Jospin. C'est un signe, ça aussi. Ça montre bien que peut-être déjà, sous le gouvernement Jospin, on éprouvait le besoin de travailler une décrispation et une explication. Cette instance Matignon, qui d'ailleurs vaut au nom apostolique de représenter le Saint-Siège aussi, et d'être là au nom des intérêts du Saint-Siège, l'Église catholique qui est présente par son président, et cette instance Matignon se veut un lieu d'échange annuel sous la présidence du Premier ministre pour faire le point sur des questions comme celle de tout à l'heure que vous évoquiez, par exemple des aumôneries d'hôpitaux. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui on mette souvent sous le prétexte des finances d'un hôpital, aussi complexe soit-elle, le budget de l'aumônerie, le budget du poste d'aumônier, enfin c'est epsilon. C'est epsilon ce que coûte un aumônier dans l'administration d'un hôpital aujourd'hui. Donc c'est complètement ridicule et c'est d'une indécence quand on considère les besoins humains et moraux et spirituels du malade aujourd'hui. En soulignant qu'évidemment ces aumôneries dans les hôpitaux, comme dans les prisons, comme dans l'armée, ne sont pas uniquement des aumôneries catholiques. Ô combien, et d'ailleurs les catholiques sont défenseurs des aumôneries des autres religions. Donc ça montre bien que nous ne roulons pas que pour nous.
ne sommes pas défenseurs que de l'aumônerie catholique, bien sûr. Alors, Monseigneur Potvin, vous n'êtes pas le bon invité pour faire du gossip, mais nos téléspectateurs, quand même, se posent aussi une question, parce que cette visite intervient dans un calendrier qui n'avait sans doute pas anticipé la publication des questions des amours présidentielles. Est-ce que ça peut influer sur la tonalité de la journée ? Ou est-ce qu'au Vatican, on détourne pudiquement le regard en disant bon. Les choses sont claires, je crois. Nous ne sommes pas en présence d'un entretien spirituel. François Hollande n'est pas en train de se confesser. Voilà. S'il se confessait, si c'était l'entretien spirituel, le pape François aurait des choses à lui dire. C'est évident. Au nom de notre conception du couple, de l'unité de vie, de la cohérence de vie, nous avons des choses à dire. Et je crois que les catholiques ne sont pas insensibles à la question du fameux feuilleton actuel, parce que, fondamentalement, dans notre spiritualité, il y a un appel à la cohérence. Unifie ta vie quand même, unifie ton cœur, dit le Seigneur. Et donc on peut pas à la fois dire le privé ignore le public ignore le privé. C'est pas vrai ça, parce qu'à un moment donné, on est quand même le même homme au service d'une nation, et dans sa vie privée comme dans sa vie publique, il se joue quelque chose de l'ordre de l'unité. Mais il est évident que là, dans le quart d'heure présent, c'est une visite d'État, c'est protocolaire, c'est tout ce qu'on vient de dire, diplomatique et politique, et donc il n'est pas question de ça, évidemment, ce matin, ça va de soi. En soulignant que cette visite protocolaire, alors c'est le président de Gaulle qui a inauguré ce qu'on considère maintenant comme une tradition, en se rendant, il s'était rendu au Vatican juste à la fin de la guerre, mais il y est retourné en 1959, et il a inauguré donc cette tradition. René Coty avait fait lui aussi une visite à Jean XXIII. Mais les relations entre la France et le Saint-Siège sont évidemment beaucoup plus anciennes que cela. En témoigne le fait d'ailleurs que l'ambassade de France près le Saint-Siège, dont le titulaire est aujourd'hui l'ambassadeur Bruno Joubert, qui accompagne évidemment François Hollande dans cette journée, est la plus ancienne des ambassades françaises. Ça n'est pas rien. Et puis en témoigne aussi un certain nombre de particularités dans la relation officielle entre l'État de la Cité du Vatican et la France. Par exemple, le fait que, après cette rencontre avec le pape, le président Hollande va s'entretenir avec le secrétaire d'État, Monseigneur Parolin. Et ça, c'est une tradition pour le chef de l'État français et pour quelques autres à travers le monde, mais c'est pas systématique dans les visites. L'ancienneté de notre ambassade, marqué, comme vous venez de le dire, du sceau de l'histoire, c'est aussi un appel justement à ce que François Hollande vienne aujourd'hui pour respecter cette présence de l'histoire, cette continuité de l'histoire. C'est donc que vous avez très bien fait de rappeler que là aussi c'est inscrit quelque chose d'original entre nous. Il y a quand même un lien très fort. Il y a une francophilie de très nombreux papes successivement qui l'ont dit, qu'ils aimaient la France. Et nous avons aussi à redire ça à François Hollande. Les papes aiment la France et donc le président de la France doit d'autant plus être heureux de s'y rendre. Et alors, vous dites effectivement qu'il y a aussi ces entretiens avec le secrétaire d'État qui sont réservés, dira-t-on, à quelques-uns. C'est aussi un signe, je dirais, d'honneur, enfin un signe du sérieux que le Vatican accorde dans son histoire politique à ce qu'on aura longtemps appelé la fille aînée de l'Église, pour être vraiment partie prenante de son discernement, de ses décisions. Puis là, en plus, je dirais, François Hollande aura le bénéfice de faire connaissance avec le nouveau cardinal, le tout nouveau cardinal Parolin, le créé cardinal Parolin, qui prend vraiment ses fonctions avec toute l'expérience diplomatique et tout le dynamisme que nous savons. Donc je crois que là vraiment, ce sont des signes de l'histoire qui comptent pour aujourd'hui et dont il est très important aussi que nos dirigeants les prennent en considération. Donc dans l'emploi du temps de cette journée ou demi-journée de François Hollande au Vatican, après l'entretien avec le pape et l'échange de cadeaux, le salut des délégations, il y aura cet entretien avec Monseigneur Parolin. Et puis le président Hollande, alors on parlait tout à l'heure du communiqué du Vatican, dont on connaît déjà à peu près la teneur, parce qu'elle est très traditionnelle et très contrainte par l'habitude et le protocole. Mais le président Hollande s'adressera à la presse, il y a un certain nombre de journalistes qui l'accompagnent évidemment, et il s'adressera à la presse depuis l'Institut Saint-Louis de France, tout à l'heure à la mi-journée, avant d'aller déjeuner à l'ambassade française près le Saint-Siège, la Villa Bonaparte, bien connue des Romains, et en particulier des Français qui vivent à Rome. Un déjeuner de travail, là encore, avec Monseigneur Parolin et avec un certain nombre de prélats de la Curie, dont, bien sûr, des prélats français. C'est important, là aussi, ce moment peut-être plus informel, à huis clos. C'est très important, parce que d'abord, ça permet à l'intéressé de débriefer ses impressions. Voilà, vous sortez
un entretien historique comme celui-là, c'est émouvant, donc vous éprouvez le besoin de partager ce qui peut l'être avec ses collaborateurs qui sont là, puis avec d'autres représentants du Saint-Père qui travaillent avec lui, qui peuvent éventuellement apporter une explication, un élément complémentaire à ce qu'a dit le pape, pour que ça soit éclairant aussi pour celui qui vient d'accomplir cette visite. Donc ce repas a aussi son importance parce qu'il donne, je dirais, une épaisseur, une profondeur à certains dossiers, aussi à certaines prises de conscience, parce que l'air de rien, entre poire et fromage, on peut se dire aussi beaucoup de choses. Et là aussi, la personnalité de Monseigneur Parolin peut s'affirmer, peut se révéler dans ce genre de rencontres, parce qu'il a une belle expérience diplomatique, même s'il connaît peu notre pays et nos réalités, mais il a une belle expérience internationale. Ils peuvent aborder aussi tous deux des sujets importants. Il y en a en revanche qui connaissent bien notre pays et nos réalités, parce que il y a des Français qui exercent des responsabilités au sein de la Curie. Oui, bien sûr, qui seront présents. Alors là, nos chers, que ce soit le cardinal Etchegaray, par exemple, avec ce qu'il a aussi du poids de l'histoire et de son expérience tellement retentissante auprès de Jean-Paul II, et puis la popularité qui est la sienne, et puis bien sûr d'autres qui sont aujourd'hui en responsabilité, comme le cardinal Torrent, qui lui peut, je pense avec François Hollande, être très vite sur des questions interreligieuses qui sont très importantes. Le statut de l'islam en France ou d'autres questions sont souvent réfléchies par le cardinal Torrent. Le cardinal Torrent qui est un homme très écouté dans la Curie d'aujourd'hui. Et dont on a noté par exemple le pape qui a entièrement refait la commission des cardinaux qui surveille la Banque du Vatican il y a quelques jours, a donc changé la totalité des membres, sauf un qui est demeuré, et qui est précisément le Français Jean-Louis Torrent. Jean-Louis Torrent qui en plus était protodiacre l'année dernière, et c'est donc lui, on s'en souvient évidemment, qui a eu la charge d'annoncer la grande nouvelle de l'élection du nouveau pape. Cette présence des Français dans la Curie, elle peut aider aussi dans l'autre sens la diplomatie vaticane, les services du Saint-Siège, à comprendre un peu mieux ce singulier pays qu'est le nôtre. Bien sûr. C'est essentiel. C'est ce qui permet de rectifier une parole, un regard, d'avoir une impression peut-être un peu moins abrupte, un peu moins caricaturale. Quand on a, par bonheur, dans la mission qui est la mienne ou celle de l'épiscopat, des visites auprès de ce qu'on appelle les dicastères, les congrégations, on perçoit souvent cette nécessité pédagogique de mieux s'expliquer, de toujours dire voilà quel est le contexte. Je peux vous dire qu'actuellement le climat est excellent. On est vraiment très bien reçus. On a de nombreux conseils pontificaux qui ont apprécié les combats sociétaux tels qu'ils viennent d'être livrés. La posture de l'Église en France est regardée avec intérêt. Mais il faut souvent s'expliquer, il faut redire un peu mieux qui nous sommes, quelles sont les particularités de cette France, tout de même un peu parfois difficile à comprendre, parce que cette France qui tout de même gaspille souvent quand même, hein, la grâce et la chance qui lui est faite. Nous avons une histoire spirituelle phénoménale et souvent nous la dilapidons, nous la gaspillons. Et donc à Rome, on ne comprend pas toujours, et à juste titre. Et c'est bien fondé. Donc là, nous avons un travail relationnel. Et de fait, un cardinal Torrent, pour ne citer que lui, joue un rôle majeur, parce qu'il a toute la confiance du pape, et il est en même temps humblement explicatif de ce qu'il ressent. Moi, j'ai eu bonheur récemment d'être proche du cardinal Torrent dans une de ses visites au nom du Saint-Père pour le centenaire du diocèse de Lille. Et j'ai vu comment cet éminent personnage, et en même temps humble, justement fait la relation entre Rome et l'Église en France, avec cette écoute de qui nous sommes, pour d'autant mieux toujours en parler à Rome. Avec d'autres figures, on ne va pas citer tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de Français dans la Curie, mais notamment le poste de ministre des Affaires étrangères, si on veut absolument une transposition civile, Monseigneur Mamberti, qui est un Français. Alors, c'est ce qui est un peu compliqué dans cette visite pour les catholiques français, j'allais dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, parce que du point de vue de l'Élysée, c'est une visite de chef d'État à chef d'État, où on peut parler de politique internationale et des fameux points de convergence que nous évoquions tout à l'heure. Mais évidemment, c'est une visite qui résonne d'une façon singulière pour des catholiques en France, qui sont bien des citoyens français, mais qui en même temps entretiennent avec le Vatican une relation qui n'est pas celle qu'on entretient avec un État étranger, même qu'on aime bien, puisque c'est là que se trouve la tête de l'Église. C'est pas compliqué, ce mélange ? C'est la force de notre Église. C'est cette Église que j'aime, justement, parce qu'elle est à la fois très, très spirituelle,
quand on est dans un rassemblement comme les JMJ, où là, avec des millions de jeunes, se joue quelque chose de l'ordre de la respiration spirituelle, de la célébration, de la joie de croire. Et puis, quand on rencontre un nonce, ou quand on éprouve vraiment toute l'efficacité laborieuse du Vatican dans tous les lieux auxquels il a le bénéfice d'être observateur, à l'ONU, à l'UNESCO, je crois que le direct va nous rappeler. Il se joue quelque chose d'important. Ça illustre bien ce que vous disiez. De fait, voici donc l'entretien privé étant terminé, le temps pour les membres de la délégation d'être présentés au pape. Monsieur l'ambassadeur Bruno Joubert, ambassadeur de France près le Saint-Siège. Je salue l'ambassadeur pour tout le travail qu'il fait. Voilà, et Nicolas Hulot qui a donc en novembre dernier porté cette invitation, enfin cette demande au pape d'une rencontre avec le président François Hollande, en particulier soulignant les convergences de vues sur les questions environnementales et la mobilisation que souhaite la France autour des questions de climat. Ce que nous sommes en train de vivre est très intéressant parce que l'hôte, qui est François Hollande, explique finalement au Saint-Père pourquoi il a choisi les membres de cette délégation. Il est en train de les nommer, de dire qui ils sont. C'est un moment important. Particularité de cette délégation aussi, on ne les a pas mentionnés tout à l'heure, mais il y a 2 députés de l'opposition. Qui ont un rôle parlementaire d'amitié. Voilà, du groupe d'amitié entre le Saint-Siège et la France, groupe d'amitié parlementaire. Et dont l'action est courageuse et vraiment permanente pour inviter justement de nombreux catholiques à se rendre à Rome, à travailler le lien politique entre Vatican et France. Monsieur Mignard, qui est le président du témoignage chrétien. Voilà, Jean-Pierre Mignard, témoignage chrétien. L'avocat qui s'occupe des réfugiés. Je vous ai amené mon dernier livre, traduit en espagnol. Merci beaucoup. Il ne nous apprendra rien. Voilà, ce point d'intérêt commun aussi que sont les migrants, le souci de l'accueil des migrants. Dominique Quignot, directrice de la Croix, qui apporte le journal du matin au pape François. Au Saint-Père, voilà. Merci. Qui fait beaucoup. Secours catholique, l'aide aux plus pauvres. Et François Soulage, dont nous parlions tout à l'heure, François Soulage qui a souligné aussi qu'il souhaitait faire passer, sinon directement au pape, mais en tout cas à son entourage, les préoccupations du secours catholique sur les situations de détresse sociale que l'on connaît aussi dans notre pays et sur lesquelles le secours catholique est évidemment très mobilisé. Le pape et puis, François, alors c'est une figure que nous avons appris à reconnaître, le Père Georges. Et oui, Georges Van Den Busch, qui a cher été Père Georges, libéré il y a si peu de temps après avoir été pris en otage. Et d'ailleurs, cet accueil de François Hollande au Père Georges sur le tarmac de Villacoublay avait marqué un changement de tonalité dans les propos présidentiels vis-à-vis des catholiques. Il avait souligné l'importance de l'action du Père Georges comme prêtre auprès des populations vers lesquelles il avait été envoyé. Alors peut-être que là se joue justement la révélation de ce que le président n'est pas totalement imperméable quand une personnalité vient le marquer. Alors là, on est à l'échange des cadeaux. Le président Hollande vient d'évoquer Saint François de Sales pour commenter le cadeau qu'il vient de faire. Voilà. Une tradition là aussi que cet échange de présents mutuels. De Gaulle avait offert une Bible du XIVe siècle à Jean XXIII, par exemple. Voilà. C'est une tradition. Vous remarquerez qu'on a pris son temps dans l'entretien. On a pris son temps. On a pris son temps. Et alors, ça aussi, ça fait partie, on peut peut-être le souligner pour les téléspectateurs, tout le monde ne le sait pas, on parlait de cette double dimension spirituelle et puis de l'État, du Vatican. Alors, selon la nature de la visite et de l'interlocuteur, le pape donne un petit cadeau, mais c'est pas le même.
Quand il s'agit d'une rencontre civile, c'est la médaille du pontificat. Et quand il s'agit d'une rencontre de catholiques, c'est le chapelet aux armoiries du pape. Pour bien marquer aussi, effectivement, à la fois cette distinction et en même temps cette unité dans les rôles qui sont les siens. Alors on peut espérer évidemment pour François Soulages, pour Dominique Quignot, pour le Père Georges, qu'ils aient aussi le chapelet. On va le leur souhaiter. Il est vraisemblable que dans le courant de la journée, ça puisse s'arranger. Mais c'est une manière de ne pas vouloir imposer non plus en distribuant un chapelet à des gens qui ne partageraient pas la religion catholique. D'être respectueux de ce qu'ils sont dans leur vie culturelle et puis dans leur croyance. Très beau geste, très belle accolade à braccio du pape François avec le Père Georges, dont évidemment il connaît l'histoire. Voilà, ça c'est très émouvant, c'est très beau. Et vraiment, on a depuis quelques semaines quand même un témoignage du Père Georges qui est franchement très impressionnant quant à son courage, quant à sa présence au peuple du Nord Cameroun, et puis aussi ce rapport très lucide à la violence, à la réalité de ce que l'otage a vécu. C'est une belle chose que le pape puisse le rencontrer. À bientôt. Alors, on vient d'entendre le président Hollande dire à bientôt, donc on peut en tout cas en déduire que les relations se poursuivent. Le pape François très souriant, vous l'avez vu, mais le pape François est toujours très souriant. Le ministre de l'Intérieur qui vient de passer ici à l'image. Et Monseigneur Genschwein, préfet de la maison pontificale, qui continue de servir de guide au président de la République pour le conduire maintenant à l'entretien avec Monseigneur Parolin. Alors il se passe aussi des choses évidemment dans ces rencontres qui ne sont pas celles des deux têtes d'affiche du pape et du président, mais pendant tout ce temps de l'entretien privé, pendant le reste des rendez-vous de la journée, les membres de la délégation rencontrent aussi des collaborateurs du Saint-Père. On en profite pour justement tisser les relations dans le domaine que l'on a. Si on est davantage dans le caritatif, comme François Soulages, on ne manque pas de rencontrer aussi tel ou tel interlocuteur de ce domaine. Une Dominique Quignot, je pense, aura sans doute dans son emploi du temps quelques moments avec des acteurs de communication aussi au Saint-Siège. Le Père Lombardi joue aussi un très grand rôle en ces jours-là. Donc effectivement, là, on a toute une occasion d'élargir à tous ceux qui collaborent avec le président ou tous ceux qui sont venus avec lui, un regard plus important encore. Vous avez souligné, Monseigneur, l'importance de cette rencontre, d'abord de ce contact d'homme à homme, et puis de ce que ces rencontres signifient dans la longue histoire des relations entre l'État français et le Saint-Siège, même si elles se déroulent aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Il ne faut donc pas s'arrêter à ce qu'on a pu lire ici ou là, c'est-à-dire le soupçon d'une manœuvre électorale, parce que la relation entre la composante catholique de la société française et la majorité présidentielle est quand même assez abîmée, et nous allons rentrer en France d'ici quelques semaines à peine, dans une longue période d'élections, une longue période de campagne électorale, avec des élections municipales très bientôt, suivies immédiatement par les élections européennes. Personne n'est dupe. Il est évident qu'il y a un calendrier électoral, ça n'a échappé à personne. Mais j'ose espérer quand même que les chancelleries programment des visites auprès du Saint-Père, tout de même pour des raisons plus profondes. J'ose espérer. Même si, voilà, il y a, comme vous le dites, les municipales, les européennes, elles sont là. Je pense qu'on a aussi à entrevoir à travers toute la dimension du pape François à quel point l'Église, elle n'est pas sous ces contraintes du temps. Nous n'avons pas de quinquennat à défendre. Nous ne sommes pas élus pour un quinquennat quel qu'il soit. Le pape, il est à la fois dans le quart d'heure, parce qu'il a l'urgence. Il doit crier dans l'urgence quand quelque chose n'est pas tenable. Puis en même temps, il est là au service du temps, d'une éternité présente dans notre temps. Et je crois qu'il est important pour nos téléspectateurs de bien comprendre que derrière ce protocole qui est là sur nos images, il ne faut pas qu'on en oublie toute la gravité des questions. Elles sont terriblement, vraiment inquiétantes. Moi, je suis vraiment abîmé et inquiet devant les questions touchant l'avortement, devant les questions touchant la fin de vie. Et tout ça, c'est très sérieux. On est en plus dans un
contexte où l'Hexagone connaît un chômage très fort, une crise sociale très grande. On a vraiment besoin les uns des autres et j'espère franchement que la leçon sera retenue de cette visite pour qu'elle ne soit pas que formelle, qu'elle ne soit pas seulement intéressée par le calendrier. Il faut être responsable. Moi, j'en appelle à la responsabilité et que toutes ces questions qui aujourd'hui malheureusement divisent, parce qu'elles sont prises à la hâte, elles sont prises sans considérer tous les enjeux anthropologiques, et bien que quand même il y aura un sursaut de raison et peut-être d'écoute, je l'espère. On ignore pour l'instant évidemment si le président Hollande et le pape François se sont entretenus de ces questions. On peut aussi imaginer qu'au plan international, si des convergences de vues ont pu être affinées, précisées, des actions conjointes de cette diplomatie particulière qu'est la diplomatie vaticane et puis de la diplomatie française puissent permettre de faire avancer certaines questions, mais en tout cas une vigilance particulière. N'oublions pas que quand Jean-Paul II contribue à la chute du mur de Berlin, les présidents Mitterrand et Chirac disent à quel point, pour eux, cet impact a compté, et leur action européenne s'en est trouvée amplifiée, décuplée. Donc effectivement, dans l'aujourd'hui des crises mondiales, dans l'aujourd'hui des conflits, en Centrafrique, l'impact de l'archevêque de Bangui, que soutient vraiment le pape François, tout ça peut aider. Je pense que quand nos soldats français sont aujourd'hui à Bangui, ils contribuent vraiment à essayer de rétablir une situation, et merci à eux, merci à la France. Et quand l'archevêque de Bangui travaille et vient régulièrement à Paris pour faire le point... Il était sur le plateau de KTO il y a quelques jours avec l'imam. Avec un témoignage très émouvant de l'imam, du pasteur et de l'archevêque. On a là vraiment une contribution très belle et qui montre que nous avons vraiment besoin les uns des autres. Et que les religions peuvent contribuer au bien commun dans l'espace social sans interférer pour autant dans le champ politique proprement dit. Y compris dans le sociétal, quand un chercheur se permet de dire quand même au nom de ses convictions scientifiques et philosophiques qu'on peut faire autre chose que de la recherche sur l'embryon pour permettre à la médecine de progresser. Et quand le Vatican avait appuyé fortement ces recherches, toutes récentes encore, ça fait aussi partie du possible de nos solidarités. Nos solidarités touchent la géopolitique, bien sûr, mais peuvent aussi toucher la recherche, l'enseignement et bien d'autres domaines. L'Église catholique, c'est un réseau considérable, irremplaçable à travers le monde. Voilà, le président François Hollande va donc poursuivre cette demi-journée au Vatican. Si je voulais résumer, Monseigneur Potvin, ce que je perçois de tout ce que vous nous avez dit, au fond, il y a une espérance que cette visite puisse compter dans la perception que peut avoir François Hollande du rôle de l'Église catholique. Il y a en même temps une volonté, pour ce qui concerne la situation française, d'attendre des actes, de voir sur pièce, au-delà des paroles, un peu plus rassurantes entendues ces derniers temps. L'Église en France que je représente à ce micro, en tout cas, est disponible à cet aspect constructif, entre hommes responsables, si l'on peut avancer. C'est vraiment nécessaire. Merci Monseigneur d'être venu sur ce plateau pour vivre avec nous cette visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nos programmes continuent évidemment à suivre la visite de François Hollande avec un certain nombre de rendez-vous, de flash de notre envoyée spéciale Coraline Salvoche, de nos confrères de l'agence Immédia, Antoine-Marie Isoard en particulier. Et puis nous vous proposerons de voir ce soir sur l'antenne de KTO le point presse que va tenir François Hollande à la mi-journée dans un peu plus d'une heure à l'Institut Saint-Louis. Voilà, tous les détails concernant ces programmes se trouvent bien entendu sur notre site internet www.ktotv.com. Merci aux équipes de KTO qui ont permis le plateau de ce matin et surtout merci à vous de votre fidélité. Belle journée, à bientôt.